Avant que ne débute la conférence de ce soir, eh bien donc je voulais vous parler de l'exercice auquel je vais vous habituer toutes les semaines, qui est celui de réalisation de schémas, j'appelle ça des schémas holistiques, qui sont donc en relation avec l'intervention. Donc la semaine dernière, comme vous l'avez constaté, nous avons reçu une spécialiste du patrimoine, et je pense que ça a dû vraiment vous intéresser, d'autant plus que c'était très technique aussi sur son métier. Mais voilà, la donnée, l'élément commun finalement entre l'intervenante de la semaine dernière et l'intervenante de ce soir, ça va être évidemment le fait qu'elles aient vécu l'une et l'autre, et puis finalement, par extension, tous ceux qui viendront après, eh bien l'IHEST. Et donc ça, nous sommes vraiment extrêmement heureux de pouvoir... Et alors, on a parmi nous des spécialistes aussi de cet Institut des hautes études pour la science et les technologies, car justement, nous avions l'intervention bien, de Lucille, directrice actuelle maintenant donc, de l'IHEST, et qui a succédé donc, à Sylvane. Voilà. Donc un changement de statut aussi pour l'IHEST, mais qui finalement se passe plutôt confortablement, d'après ce que me disait Lucille. Et donc une continuité pour nous, puisque finalement on se retrouve quand même dans cette configuration de pouvoir réaliser des partenariats. Alors, la conférence de ce soir, comme toutes les conférences que vous vivrez jusqu'à la fin de ce semestre, sauf la semaine prochaine, donc je précise, la semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence. Ça, c'est une précision importante. Donc, toutes les conférences seront en partenariat avec l'IHEST. Ce qui nous permet également d'avoir un film de qualité, une entreprise aussi qui a été commanditée par l'IHEST, et donc des créateurs audiovisuels que je salue. Et également ce soir, donc, la présence voilà, de Sandrine Josso qui finalement eh bien, nous rejoint après avoir vécu également l'IHEST. Donc on parlera de cette expérience rapidement. Mais c'est formidable de voir à quel point les acteurs de la société civile sont fédérés par cette institution, et la façon dont l'université aussi peut se nourrir de ces expériences. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce Master 2, Art et Création Internationale, du Master 2, Art et Management de l'Innovation Industrie Créative, dans le cadre également des Masters en Innovation, je crois qu'il y a des Master 1 aussi qui sont présents ici ce soir, dans le cadre également des autres Masters qui se raccrochent à nous, donc aussi, évidemment, Art et Création Contemporaine, bien sûr, et avant tout aussi, puisque nous partageons ce séminaire ensemble. C'est très important qu'il y ait ce brassage disciplinaire, parce que je dois témoigner que je suis dans une université qui aujourd'hui a deux tendances qui se dessinent. On a des collègues qui sont très monodisciplinaires. Une discipline doit traiter les spécialités de la discipline. Donc on doit aller dans ce sens-là. C'est la rigueur scientifique, évidemment, c'est l'université. Mais moi, ce que je remarque, parce que je fréquente beaucoup New York, ou je fréquente beaucoup l'international, c'est qu'aujourd'hui, la transversalité, c'est quelque chose qui nous amène déjà à activer ce qu'on appelle les SDGs, Sustainable Development Goals, tout ce qui finalement touche la relation à la planète, l'accélération de la transition. Tout ça, ça ne passe que par la rencontre et la relation. Et donc, moi, étant finalement adepte des théories d'Édouard Glissant, par exemple, et de tout ce qui finalement fait relation entre nous. Nous sommes chacun une part de l'archipel que constitue ce monde. Et donc, ça ne sert à rien d'être monodisciplinaire pour être monodisciplinaire, parce que si on est monodisciplinaire, on ne veut pas rencontrer les autres disciplines, ou alors on les rencontrera dans le cadre monodisciplinaire de sa propre fonction dans la société, et puis finalement, on va louper plein de choses. J'ai une fille de 16 ans, bon, elle fait des maths, elle veut être ingénieure, etc. Mais je dis, mais elle a l'occasion d'aller visiter Vienne.
Je dis, mais va voir Vienne. Non, mais je vais rater 10 heures de maths. Et ça. Oui, mais va voir Vienne quand même. Bon, évidemment, elle fait le bac. Enfin bon, c'est une année un peu particulière. Mais je trouve que c'est très important de vivre des expériences autres. Donc, toutes et tous, vous êtes très concentrés dans vos études. Et on sait bien qu'en ce début d'année, c'est très important aussi de concentrer son énergie, mettre en place des outils qui vont pouvoir vous permettre de développer votre travail et votre recherche. Mais rencontrer des personnalités, et c'est un peu ça l'objet de ce séminaire ici, des personnalités qui ont une expérience très particulière. D'ailleurs, on va voir un peu la façon dont Sandrine va nous transmettre aussi son expérience, jusqu'à en arriver à un degré de responsabilité qui est quand même très important, parce que député de la République, vous pouvez entendre ce que c'est dans les médias, vous pouvez entendre ce que c'est quand il y a des élections, etc. Mais la fonction en tant que telle, la façon dont de manière organique une Assemblée nationale fonctionne, vous pouvez le voir sur la chaîne parlementaire éventuellement, vous pouvez le voir sur plein de chaînes si vous y intéressez. Mais là, on va avoir un témoignage depuis l'intérieur. Et ça, je trouve très important que nous te rencontrions. Alors, on se tutoie entre auditeurs de l'IHEST, donc je joue le jeu. Il m'a dit vraiment, Yann. Alors, et puis, bon, on ne se connaît pas, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. On ne fait pas partie de la même promotion. Mais moi, ce qui me semble vraiment évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a 42 000 étudiants à Paris 1 et que tous ces étudiants, ils sont réunis par le même projet, qui est un projet d'excellence, qui est un projet d'excellence pédagogique, scientifique, heuristique. Et que tout ce projet-là, il les lie entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. De la même manière que toi, tu es inscrit dans une relation à la République qui, finalement, t'inscrit en tant que membre de la société civile dans une relation aux politiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez singulier, parce qu'on sait que c'est quand même aussi une mutation. Mon ami Villani, qui a vécu cette expérience-là pendant une mandature, a été épuisé par ce travail, mais en même temps, il a continué et il a fait beaucoup de choses pour la science et pour la République. Donc je crois que c'est très important de savoir comment tout ça se met en marche aujourd'hui. Alors à toi, chère Sandrine, et nous t'écoutons, nous sommes très heureux de voir comment finalement, alors on a un programme, donc je rappelle le plan qu'on a défini, je ne sais pas si on va le suivre, mais en tout cas on a un peu de temps pour pouvoir le développer. Donc d'après ce qu'on a mis en place avec ton attaché parlementaire, nous avons donc une introduction, un plan sur qu'est-ce que le rôle de député, une seconde partie sur le rapport à l'art, à la culture et à la technologie en politique, et troisièmement, un travail sur une réflexion sur le management. Puis ensuite, une conclusion sur cette articulation politique et vie et politique. Voilà, parce que je ne t'ai pas assez présenté, mais je crois que cette vie antérieure que tu as eue en tant que diététicienne, même qui peut être d'ailleurs toujours présente, elle a un intérêt dans la relation à la politique aujourd'hui. Merci beaucoup, Yann. Bonsoir à tous. Je suis impressionnée, émue aussi d'être là. Vous avez un bel hémicycle aussi à la Sorbonne. Donc, merci de m'accueillir ici. Yann, tu as traduit les différentes étapes de ce que je souhaite vous transmettre ce soir. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit peut-être le plus vibrant possible, parce que ça, c'est important aussi. Alors, me raconter, je vais juste me présenter et vous dire comment je vis ce mandat et vous expliquer aussi comment je trouve du lien entre l'art, entre la politique, la science, la curiosité et puis la rencontre, parce que c'est fort de vous rencontrer ce soir. J'ai rencontré quelques-unes d'entre vous tout à l'heure dans une salle et vous m'avez vraiment fait part de ce qui vous anime et je crois que c'est peut-être
le plus important ce soir, de aussi vous transmettre ce qui m'anime. Alors, donc moi, je m'appelle Sandrine Josso, j'ai 48 ans, je suis une femme, une maman de 3 enfants. Je suis née en France, dans un petit coin de Bretagne, Sud-Bretagne. Je suis née à Guérande, c'est le pays du sel de Guérande, je ne sais pas si ça vous parle, ou de la fleur de sel. C'est un endroit où il y a beaucoup de marais, un endroit où les gens vivent au bord de l'eau. Et puis le sel de Guérande, eh bien, c'est l'or blanc. Beaucoup de grands chefs reconnaissent les qualités organoleptiques, les qualités gustatives et gastronomiques de ce sel. Alors, il y a quelques années, je suis née en 1975 dans une famille d'agriculteurs très attachés aux valeurs de la nature aussi, quelque part. Et ça m'a toujours animée. Donc, je vivais tout près d'une forêt. Et quand j'étais l'aînée de 3 enfants, et dans cette forêt, je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard, comme finalement ce que font tous les enfants. Et j'aimais me recueillir dans un lieu. Je ne sais pas si vous avez des lieux comme ça, un peu ressources. En tout cas, c'est important, je pense, d'avoir des lieux ressources comme ça. Et moi, j'étais dans cette forêt, assise près de la Mousse. C'est une forêt de châtaigniers, précisément. Et je me disais, bien plus tard, j'ai envie de faire quelque chose d'important. Alors, quand on a 6 ans, faire quelque chose d'important, ça nourrit un imaginaire très joli. Et j'ai continué comme ça avec cette idée de me dire que si on veut faire des choses importantes, il faut être curieux. Alors j'étais curieuse. J'ai eu la chance d'avoir aussi des professeurs, à l'époque ça s'appelait des instituteurs, qui m'ont donné le goût à l'histoire, à l'art, au théâtre. Donc ça, c'est quand même assez formidable d'avoir des personnes comme ça autour de nous qui nous transmettent tout ça, tout petit. Donc j'accorde bien sûr une grande importance à l'école de la République. Et puis j'insiste sur le fait que tous les enseignants qui ont aussi à cœur de transmettre, eh bien, quelque part, ils façonnent les adultes de demain et ils sont importants. Moi, cet enseignant qui m'a beaucoup transmis s'appelait Hervé. Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et je lui ai expliqué que c'est aussi un peu grâce à lui que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et ce goût des institutions où il nous parlait de l'Assemblée nationale, mais pas que, eh bien déjà, il nous amenait à rêver. Et c'est important de rêver. Et aussi, on peut aussi se dire que c'est important de réaliser ses rêves. En tout cas, il y en a un que je réalise avec vous ce soir parce que, toute petite, je vous racontais tout à l'heure que voilà, j'étais comme tous les enfants, je pensais à plein de choses pour ma vie et j'avais envie d'être conférencière. Donc, merci à vous de me permettre de réaliser ce rêve ce soir. Alors, conférencière pour dire quoi? Plein de choses, transmettre peut-être. Et puis, donner peut-être à chacun d'entre nous la possibilité d'ouvrir une fenêtre, de regarder sa vie, la vie d'une autre manière, et de vivre aussi des émotions en écoutant ce que l'autre dit. On parlait tout à l'heure de la rencontre, mais ça, c'est vrai que c'est assez fondamental dans une vie, parce que je suis arrivée à l'IHEST, l'Institut des hautes études des sciences et des technologies, grâce à la rencontre et grâce à la curiosité. Parce que quand on est député, on voyage, on prend le train par exemple, et là j'ai rencontré un ancien auditeur de l'IHEST qui m'a parlé de l'IHEST et j'étais vraiment très intéressée par ce qu'il me disait, parce que comme j'ai toujours gardé cette curiosité et que les sciences m'ont toujours passionnée, même si j'ai été aussi étudiante plutôt, on va dire, en art dramatique, j'ai fait un petit peu de théâtre, eh bien j'ai toujours aussi gardé cet intérêt pour les sciences, pour comprendre comment on était là, comment les choses avancent, comment la technologie, l'innovation nous apporte le confort de vie. Et puis,
eh bien, je suis arrivée à l'IHEST grâce à lui, car il a su me transmettre les valeurs en fait, de l'IHEST, de dépassement, je crois que c'est surtout ça, se dépasser, et puis imaginer aussi l'avenir et le construire, et mieux penser, mieux réfléchir par les sciences. Parce que c'est important aussi d'être dans le tangible, de reconnaître les sciences, de reconnaître les chercheurs aujourd'hui. Ils nous permettent aussi d'avoir des données, des informations qui, nous, politiques, nous aident à peut-être un peu plus préciser nos choix, en tout cas mieux choisir. Et peut-être que je pourrais me dire aussi ce soir qu'on n'écoute peut-être pas assez les chercheurs, les scientifiques, quand on est politique. Ça, on pourrait mieux faire là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et j'aurais vraiment envie qu'on puisse peut-être, dans ces instances-là, comme par exemple l'Assemblée nationale, faire venir plus de chercheurs pour nous permettre de mieux décider. Parce que décider, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, donc je suis députée, alors je suis arrivée vraiment par un concours de circonstances assez extraordinaire, députée. Alors, voilà, donc la petite Sandrine se disait qu'elle allait faire des choses importantes, elle savait encore pas quoi vraiment. Donc j'ai cheminé avec mes valeurs, hein, c'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup aux autres, je m'intéressais aussi beaucoup à l'art, parce que quand j'ai eu l'âge de faire du sport, j'ai fait beaucoup de sport, du basket, et là je me suis vraiment, on va dire, attribuer des valeurs qui sont des valeurs importantes au sens du collectif. Le sport collectif nous donne toutes ces belles capacités de travailler, de faire avec les autres, de faire confiance aussi aux autres, et puis voilà, de gagner avec les autres. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'important que je garde aussi aujourd'hui en politique, c'est qu'on gagne avec la force des autres et jamais en écrasant les autres. En tout cas, j'en suis certaine. Ça fait partie de mes convictions. Et que si on veut avancer dans la vie, c'est avec les autres, et c'est aussi en faisant monter les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est important. Et je salue mon équipe ce soir, donc Margot, Samy et Alexis qui sont là, parce que c'est important d'être bien entouré. J'ai la chance d'être bien entourée. Merci à vous. Alors, comment je suis arrivée députée ? Eh bien, rien ne me prédisposait à ça, finalement, vous avez bien compris. Juste des rêves comme ça. Et puis, j'ai toujours eu un sens de l'engagement, et j'ai aimé aussi sortir de ma zone de confort. Donc, après avoir fait et passé mon bac à 3 théâtres, où j'ai eu le bonheur pendant toutes ces années, seconde, première, terminale, moi j'étais à Nantes, de côtoyer des futurs artistes, parce qu'avec moi j'avais énormément d'artistes plutôt plastiques et aussi art dramatique. Et j'ai eu la chance de visiter énormément de musées, d'assister à beaucoup de pièces de théâtre, à des opéras, et ça c'est quand même très important, parce que je dis souvent, la culture nuit gravement à l'ignorance. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on peut se dire, que gardons ça, c'est que en fait, mieux connaître les autres, c'est aussi être déjà dans une prédisposition d'être en écoute, et puis toujours se dire que finalement, on a beaucoup à apprendre des autres. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut garder voilà, toute la vie. En tout cas, les autres m'ont toujours beaucoup appris. Et puis, eh bien, pour devenir députée, c'est aussi grâce à ma curiosité et aux autres que j'y suis parvenue. Et c'est aussi grâce à mes enfants. Parce que dans mon parcours, donc, j'ai fait, comme je vous le disais, un parcours plutôt littéraire d'abord, hein, avec les arts. Et puis ensuite, comme j'avais vraiment à cœur de faire des choses pour les autres, j'étais aussi très intéressée par les sciences, et bien j'ai dû passer un autre bac, un bac scientifique, parce que je me suis consacrée à un métier qui est le métier de diététicienne nutritionniste.
Alors j'ai compris plus tard pourquoi, parce que d'une part, j'avais une maman qui n'était pas en bonne santé quand j'étais petite, donc je pense que pour moi, la santé c'était important et l'alimentation, c'est aussi notre première médecine. Et j'avais déjà cette pensée-là quand j'étais toute petite. Et c'est vrai que selon ce qu'on donne à notre corps, eh bien, notre corps fonctionne différemment. Moi, je suis passionnée du microbiote. Vous savez, on dit souvent que le ventre, c'est aussi parfois notre premier cerveau. Et c'est vrai. Parfois, on croit que c'est parce qu'on n'est pas bien dans la tête, dans notre tête, qu'on a mal au ventre. Mais parfois, c'est parce qu'il y a des choses qui sont perturbées au niveau de notre flore intestinale qu'on n'est pas bien dans notre tête. Et il y a vraiment des recherches là-dessus très, très intéressantes. Et puis, donc me voilà partie dans un cursus scientifique où j'ai travaillé dans une coopérative bretonne en tant que conseillère en nutrition. Et puis, de manière assez banale, j'ai eu un premier enfant. Et avec mon mari, eh bien, on a décidé d'aller vivre en Angleterre parce qu'il y avait une opportunité qui était là. Et moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort, donc j'étais plutôt enjouée de le faire. Donc, j'ai exercé mon métier de diététicienne nutritionniste en Angleterre, en partie. Et puis, j'ai vécu précisément donc, à Manchester et puis dans l'Essex, au nord-est de Londres. Ça a été une très belle expérience. J'ai aussi compris qu'il y avait certaines choses qui, pour moi, étaient intéressantes dans la mentalité anglo-saxonne. La fierté du travail, aimer son travail. Ça m'a beaucoup impressionnée. En fait, c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, on s'intéresse à une personne qui réussit. On a envie de la modéliser. En France, on a parfois peut-être un peu plus de défiance, ou on n'a pas ce réflexe de s'intéresser. Et puis, j'ai vécu donc 2-3 années en Angleterre, pas plus. Voilà, mon mari voulait rentrer, donc voilà, il avait le mal du pays, ça peut arriver. Je sais qu'il y a certains ici qui viennent de plein d'endroits dans le monde. Alors parfois, voilà, on peut peut-être ressentir des choses par rapport à son pays d'origine. En tout cas, moi j'ai quitté l'Angleterre avec un peu de tristesse, je pense, mais bon, voilà, la vie faisait que voilà, j'étais amenée à revenir en France. Et en France, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir continuer à travailler dans une entreprise française. Et là, j'ai souhaité monter mon entreprise. Alors, c'est un vaste projet, mais j'avais envie vraiment de transmettre. C'est-à-dire, je savais que je pouvais donner des conseils en tant que diététicienne nutritionniste, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de former mes pairs, voilà, d'être vraiment plus dans la formation. Donc, j'ai eu la chance de former mes pairs à Paris, à Lyon, sur des choses très passionnantes. Moi, j'aimais beaucoup faire le lien entre le corps et l'esprit. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, il y avait aussi tout ça. Et puis, l'alimentation et toutes les relations qu'on peut avoir avec notre corps, c'est parfois aussi l'arbre qui cache la forêt. Parfois, on mange nos émotions aussi. C'est vaste, hein. Mais j'ai étudié les choses de manière assez approfondie. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui était complémentaire de l'alimentation. Ce que, voilà, par exemple la phytothérapie, et puis voilà, on a plein de médecines complémentaires aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes pour avancer. Moi, j'appelle ça la médecine complémentaire. Aujourd'hui, je développe justement un concept de médecine intégrative qui est déjà très développé par ailleurs par des professeurs, des médecins. Je vous expliquerai peut-être en détail, si vous le voulez, tout à l'heure vous me poserez des questions sur ce que c'est la médecine intégrative. Et puis, de là, donc, j'ai eu ma deuxième fille. Et quand elle a eu 4 ans, j'ai vécu un bouleversement dans ma vie parce que j'ai appris qu'elle avait un cancer. Et là, en fait, quand vous vivez une épreuve comme ça, eh bien, vous êtes vraiment amené aussi à aller chercher dans vos ressources. Et ça vous
ça vous fait voir la vie peut-être d'une autre manière. Votre enfant malade vous apprend des choses. Et là, je me suis dit, vraiment, si tu veux tenir debout, il va falloir que, bien sûr, que tu continues à être avec ta fille à l'hôpital, parce qu'elle a eu une leucémie, et ça a duré 3 ans de chimio, d'accompagnement. Elle est guérie aujourd'hui. Et grâce à la science, grâce à la médecine, donc ça aussi, c'est important de le dire. Et alors, pendant toute cette période, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la vie de la cité. Et là, j'ai été conseillère municipale, donc tout près de Guérande. Et bon, j'ai appris, alors là, toujours pareil, hein, comme j'aime bien apprendre, faire des formations, j'ai fait beaucoup de formations, parce que je vous assure que j'y connaissais rien au départ. Et de là, à un moment donné, comme je souhaitais aussi m'engager auprès des médecins, m'engager auprès des parents, des enfants malades, un jour, je suis venue à Paris avec les médecins de l'hôpital de Nantes et tous les enfants malades. Et nous sommes allés à l'Élysée. Donc c'était pour le Noël des enfants malades. Et en sortant de l'Élysée, il m'arrivait un truc assez extraordinaire avec ma fille. Donc nous sommes passés avec le bus devant les colonnades de l'Assemblée nationale. C'est assez impressionnant. Et là, en fait, j'ai regardé ma fille et je lui ai dit, écoute, pour tous les sujets importants, pour des grandes causes, un jour, j'irai là. Donc peut-être que c'était ça, quand mon imagination de toute petite, ou peut-être, je me disais, c'est peut-être ça, ce que je ferais d'important dans ma vie. Et bon, voilà, j'en avais aucune idée de comment les choses allaient se passer, mais bon. Et un jour, je continue à cheminer, donc j'étais déjà conseillère municipale, et dans mes déplacements, je vois un ancien ministre. Et je me rappelle, j'étais au bar du TGV, donc je buvais mon café, et je vois cet ancien ministre qui buvait une bière. Bon. Et je me suis dit, mais je vais lui demander, voilà, je vais lui poser des questions. Et là, en plus, je savais que ce ministre-là, il suivait Emmanuel Macron. Et il s'appelle Jean Arthuis, il est toujours là d'ailleurs, je le remercie. Et là, j'ai eu vraiment le culot et puis un peu la naïveté de lui dire, mais il est bien Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que voilà, je pourrais le suivre parce que j'ai vu que vous le suiviez, etc. J'étais encore dans ma curiosité. Et là, il m'a dit oui, vraiment, c'est quelqu'un d'intéressant. Donc, j'ai cheminé. Et de là, j'ai lu le livre qui s'appelle Révolution. Et c'est vrai que là, j'ai compris que j'avais vraiment des valeurs communes. Et ça, pour moi, les valeurs, c'est très structurant. Je vous en parlerai tout à l'heure quand je parlerai du management, mais les valeurs, c'est très structurant. Alors, c'est quoi les valeurs? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, les valeurs, ou une valeur, c'est un mot qu'on pourrait dire un mot valise. Par exemple, dans nos valeurs, on peut en avoir plein de différentes et en fait, on se connecte aussi par rapport à nos valeurs. Certaines personnes partagent les mêmes valeurs que nous, donc on se comprend. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, les valeurs, c'est dans notre histoire ce qui nous a sensibilisés, comme quoi c'est important d'être sensible. Et voilà. Et quand on est enfant, et après dans l'adolescence, et après à l'âge adulte, eh bien, on est entouré de personnes. Des personnes qui parfois nous agacent, des personnes qui aussi nous captivent. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne nous captive, alors ça peut être un de nos parents, un voisin, un instituteur, une tante, voilà, tous les gens qui sont autour de nous, comme quoi on peut être tous importants pour quelqu'un finalement, sans le savoir. Et eh bien en fait, par exemple, moi je sais que ma valeur combativité, je l'ai grâce à ma marraine, qui est une femme très combative, ou combattante, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas les deux. Et voilà, la douceur par exemple, ça c'est plutôt ma maman. L'engagement, c'est plutôt mon père. Vous voyez? Et après, au fur et à mesure de ma vie, eh bien, ce fameux professeur Hervé, lui, m'a appris la curiosité.
Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes, adolescentes, qui m'ont inspirée. C'est comme ça qu'on connaît ces valeurs. Et c'est vrai que moi, je vous invite aussi à peut-être à réfléchir aux personnes qui ont compté pour vous, qui comptent encore pour vous, et quelles valeurs vous partagez avec. Et ça, c'est intéressant parce que c'est très structurant. Parce que souvent, par exemple, moi, j'ai comme valeur la justice. Donc, quand je trouve les choses injustes, ça va me déclencher. Vous voyez ? Et en fait, ça nous parle de nous, nos valeurs. Parce qu'on a nos fameuses émotions qui nous en fait, nous teintent un peu notre vie. Mais nos valeurs, c'est vraiment nos boussoles. Ça, c'est important. Et c'est structurant. Et revenir toujours à ça. Alors, toujours dans cette valeur d'amélioration, de me dire comment je continue ce combat par rapport à tous ces sujets de cancer, de santé environnementale, de cause des enfants, de cause aussi des femmes, eh bien, j'ai candidaté. Voilà, pour devenir député, tout simplement parce qu'à l'époque, le candidat, Emmanuel Macron, avait demandé à ce que des femmes de la société civile deviennent députées. Ah, ben je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, finalement. Et là, donc j'ai répondu en ligne, en fait, à un questionnaire, mais c'était assez sidérant. En fait, quand je répondais de manière très fluide. Tout me venait, quoi. Il n'y avait aucune hésitation dans mes réponses. Et voilà. Et puis, plus rien. Je continuais ma vie voilà, de formatrice, conseillère municipale. Et puis, je reçois du député qui m'a précédée une carte de bonne année. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois encore une fois les colonnades de l'Assemblée nationale sur sa carte. Ah là, je dis, là, il y a un truc. Hein. Et là, je dis, dans ma tête, je me dis, la prochaine fois, l'année prochaine, c'est moi qui l'envoie la carte. Chiche, voilà. Et j'en suis restée là. Et puis, donc un jour, j'étais tout le temps en train de travailler dans ma petite entreprise qui ne connaissait pas la crise. Et là, le téléphone sonne et on me dit, on aimerait s'entretenir avec vous par rapport à votre candidature. Et moi, je leur dis, ah non, mais là, c'est pas possible, je travaille, pas maintenant. Et donc, je rentre chez moi en me disant, de toute façon, je leur ai dit qu'ils me rappellent dans la soirée. Donc, quand je leur avais dit ça, il devait être 18h à peu près. Je rentre chez moi. 21h, ils ne me rappellent pas. 21h30, ils ne me rappellent pas. 22h, ils ne me rappellent pas. Je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai raté l'occasion de ma vie. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé des fois de penser des trucs comme ça. Mais... Et donc, très tard, 23h, 23h30, ils me rappellent. Ils me posent des questions, en fait, auxquelles je répondais, je pense, avec un peu de naïveté, parce que je ne savais pas ce que c'était, moi, la politique. Hein. Moi, j'étais plutôt dans le monde du travail, avec toujours une sensibilité. J'avais aussi à cœur d'apprendre des choses, d'être toujours à l'écoute aussi de tout ce qui se passait autour de moi. Et puis, un jour, j'apprends, conférence de presse, j'apprends en fait que je suis sélectionnée pour devenir députée. Comme ça. Donc, j'étais encore au travail. Et là, imaginez le choc, quoi. Le choc, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, les journalistes qui m'appelaient, mais moi je ne connaissais pas du tout le monde du journalisme. Et puis en plus, j'avais pas beaucoup confiance en moi. J'ai été encore jeune, je ne connaissais pas les codes de la politique. Et voilà, et me voilà propulsée dans une campagne très rapide pour devenir députée, avec une dureté, avec des gens qui vous disent des trucs pas sympas. Vous voyez, c'était assez impressionnant. Et contre toute attente, finalement, eh bien, les planètes se sont alignées et j'ai été élue. Donc, j'ai fait un premier mandat. Alors, autant vous dire que, donc, comme je vous disais, les codes de la presse, je ne connaissais rien.
En plus, j'avais d'autres personnes dans le monde politique local qui étaient très à la pointe dans le domaine, donc qui me tendaient des pièges à longueur de temps. Évidemment, moi, j'étais pas affûtée, hein, donc c'était un peu compliqué. Mais malgré tout, vous savez, comme j'avais mon idée, j'avais fait aussi quelque part une promesse à ma fille, j'avais aussi à cœur de poser quelque chose, une pierre à l'édifice, en tout cas dans cette vie-là. Donc j'ai continué, voilà, j'ai eu des attaques de partout, mais vous voyez, quand on donne du sens à ce qu'on fait, pour moi c'était très clair. Donc on va dire que les attaques, elles passaient plutôt crème, comme on dit, quoi. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Avec parfois quand même des écœurements, voilà. Parce que voilà, quand on n'est pas du sérail et qu'on arrive dans un monde un peu comment dire, masculin, je dirais, masculin, parce que c'est quand même assez masculin, avec beaucoup... la politique, c'est aussi beaucoup de combats, beaucoup de valeurs masculines. Et quand on a envie d'être une femme politique avec ces valeurs féminines, eh bien, ça met du temps, en fait, à se conforter. Donc, j'ai été élue la première fois donc, en 2017. Donc, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. Comme je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était plutôt l'environnement, de par mon métier, la santé environnementale. Donc j'étais dans une commission qui touchait plutôt tout ça. Donc j'ai appris des tas de choses. Et puis après, en milieu de mandat, je me suis dit, comme je m'intéresse aussi à l'art, je vais aller dans la commission culture où j'ai aussi appris beaucoup de choses. Et puis voilà, mon mandat s'est fait comme ça au fur et à mesure du temps. Et j'ai appris à... Et j'ai fait ma place aussi, j'ai appris beaucoup, j'avoue, et que je suis heureuse d'avoir appris parce que voilà, on ne naît pas femme politique, on le devient aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, plus on aura un équilibre en politique, eh bien, de représentativité, quelles que soient nos activités. Il faut des artistes aussi en politique, hein, donc je lance aussi un appel si vous vous sentez... vibrer et que vous avez envie de faire de la politique, mais oui, faites-en. De toute façon, vous le faites d'une manière ou d'une autre à travers ce que vous transmettez. Mais si vous avez envie de plus vous impliquer, on a aussi besoin d'artistes en politique, comme de scientifiques, hein, comme de tout le monde en fait finalement, et comme de femmes aussi. Et puis voilà, et puis après, eh bien, le rôle d'un politique, il est immense en responsabilité parce que quand on appuie sur un bouton, en fait, on vote pour des millions de personnes. Donc, c'est quand même très important. Et puis, je vous avoue que je me régale dans ce que je fais en tant que députée parce que j'apprends des choses aussi tous les jours. Et ça, c'est passionnant. Et même, vous voyez, vivre des expériences comme ça avec vous aujourd'hui, c'est quand même assez formidable. Donc ça, merci. Merci pour ça. Et puis... après, on se dit, voilà, j'ai eu des moments quand même où je me suis dit, est-ce que je vais continuer en fait cette carrière politique parce que est-ce que c'est plus une mission, est-ce que c'est plus une carrière, etc. Donc, j'ai pensé que c'était important de continuer, mais sans me mettre la pression. C'est-à-dire que je me suis représentée dans mon deuxième mandat parce que, pour vous resituer les choses, un député, en fait, c'est l'avocat du peuple. Voilà comment est le rôle d'un député, c'est tout simplement ça. D'abord, l'avocat du peuple. Alors comment il est un bon avocat ? En écoutant et en transmettant ce que vous avez à dire sur énormément de sujets. Donc on vote des lois, on réfléchit pour les améliorer et après on les évalue pour voir si elles sont bien adaptées. Et le mandat d'un député dure 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on élit d'abord une présidente ou un président de la République. Et à peu près 6 semaines ou 8 semaines après, grand maximum, on élit les députés qui vont aider le président ou la présidente en place à appliquer son programme. Donc me voilà en train de terminer mon premier mandat. Et après, la question était de savoir, est-ce que je me représente ? Bon, je me suis dit, ok, je me représente. Je commençais à aimer ça. Vous voyez, parfois, il faut aussi du temps pour commencer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je vous ai dit tout à l'heure que
J'ai eu la chance de faire beaucoup de sports petites. Il y a aussi beaucoup de sports que j'ai appris, même dans la difficulté. Je ne sais pas si vous savez faire du ski, mais moi, la première fois que j'ai dû faire du ski, c'était à 20 ans. Et je vous assure que j'ai fait que monter, descendre, tomber. Voilà, c'était assez terrible. Mais le fait d'avoir de l'endurance, ça aussi, ça fait aussi partie des valeurs intéressantes qu'on peut avoir dans la vie. En tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Et bien de là, je me suis engagée dans une nouvelle campagne et j'ai été réélue. Donc là, c'était quand même plus confort parce que je connaissais le monde dans lequel j'arrivais. Et donc aujourd'hui, je suis vice-présidente de la délégation des droits des femmes et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, donc ça c'est important. Donc, je porte des sujets en lien avec des choses très pratiques, par exemple avoir un budget qui intègre l'égalité. Par exemple, demander si ici, dans les budgets, on pense à l'égalité. C'est une façon aussi de mieux dépenser. Ça, c'est intéressant. Partout, en fait, dans notre pays, quand on a des budgets, on va dire, à voter, il faut savoir que c'est intéressant de se dire que pourquoi ou comment on fait pour faire en sorte que les budgets bénéficient à nous tous, c'est-à-dire voilà, ce qu'on appelle tout simplement le budget intégrant l'égalité, donc intégrant le genre. C'est aussi important, ça fait partie des équilibres budgétaires intéressants. Ça, c'est nouveau parce qu'en France, on est très en retard. Et donc moi, j'ai été missionnée pour réfléchir à ça et pour mieux dépenser l'argent public en faisant donc cet équilibre, en prenant en compte voilà, l'égalité. Donc ça m'a beaucoup passionnée et ça continuera à me passionner, certainement. Et puis, alors il y a aussi tout ce qui peut concerner la santé. La santé des femmes, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, là, depuis quelques jours, je sais que je vais être porte-parole sur une loi qui concerne l'endométriose, qui est une maladie qui touche près de 2 millions de femmes en France. Et ça m'intéresse d'améliorer en fait l'accompagnement de ces personnes qui souffrent de cette maladie chronique. Ça, je vous donne un exemple. Un autre exemple. Et là, je vais faire le lien entre mon travail politique et le management. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé donc des valeurs, des émotions. Et bien finalement, quand on fait du management, que ce soit dans une réunion en fait politique, que ce soit avec une équipe, eh bien on se base, enfin moi en tout cas je me base sur ce que j'appelle les sciences comportementales, sur le fait qu'on est tous différents, en même temps on est tous complémentaires. Et quand on est dans une équipe ou dans une structure, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des règles. Donc par exemple, moi j'ai été passionnée par tout ce qui est sciences comportementales. Alors c'est très large les sciences comportementales. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler la programmation neurolinguistique. Ça fait partie des sciences comportementales, les typologies de personnalité. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de reconnaître en chacun d'entre nous quels sont nos talents, nos axes de progrès et comment on se sent bien, parce que le bien-être, c'est important. Et parlons donc du bien-être, de la santé mentale, et j'en arrive à une loi que j'ai portée, justement. La loi que j'ai portée s'intitule « L'accompagnement psychologique des couples confrontés à la fausse couche ». Parce que quand on vit des événements dans nos vies, parfois, on peut vivre un événement difficile et réussir à le surmonter. Parfois, on peut aussi garder quelque part des traumatismes de cet événement. Et très souvent, dans des événements difficiles, on garde des traumatismes. Et c'est important, si on en a besoin, parce qu'on est tous des êtres sensibles, de pouvoir peut-être déposer ce qu'on a à dire à un moment donné. Donc le bien-être mental, l'accompagnement psychologique, ça c'est pour moi très important. Donc ça fait aussi partie
des travaux que je mène à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, la santé mentale, le bien-être, la santé des femmes, la santé environnementale aussi, parce que, là, à titre d'information, cette maladie chronique qui est le cancer, et bien, par exemple, les cancers pédiatriques sont à peu près à plus de 90% dus à l'environnement. Donc, ça donne quand même à réfléchir. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais des rêves quand j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai encore des rêves. Et peut-être, aujourd'hui, je sais comment peut-être me donner les moyens de réaliser ces rêves encore mieux. C'est, je pense que l'énergie qu'on met quand on porte un sujet, c'est fondamental. Et je pense qu'en politique aujourd'hui, c'est ça qui est indispensable. C'est mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, être juste au bon moment, porter un sujet important qui fait sens. La politique, c'est parfois de la stratégie, mais surtout pas du calcul. Surtout pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite incarner, c'est d'être d'abord moi-même, quand je fais de la politique. Comme ça, c'est moins fatigant, parce que jouer des rôles à longueur de temps, c'est quand même très fatigant. En plus, on est plus crédible. Et ça, je crois que c'est aussi indispensable dans la confiance qu'on met et dans les liens qu'on tisse avec tout le monde. Donc voilà, en toute humilité, ce que je pourrais vous dire de moi. Et en même temps, je vous dis vraiment en toute humilité parce que je mesure la chance que j'ai d'être avec vous ce soir. Je mesure la chance que j'ai aussi d'être en responsabilité. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est déjà de vous remercier pour les questions que vous allez me poser et de vous dire que toutes les questions seront bonnes. Vous voyez, c'est vraiment ça. Toutes les questions, allez-y, lâchez-vous. Voilà, je vous remercie. Par contre, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Je continue. Parce qu'on a fait un plan, justement, un peu plus approfondi sur cette dimension que tu incarnes aussi au niveau scientifique. Et l'IHEST, on en a parlé tout à l'heure, est un lien entre art, science, technologie. Et dans le cadre de l'année que tu as passée avec l'IHEST, avec d'autres auditeurs, il a été question d'un sujet qui intéresse énormément les étudiants, qui est la question du métavers. Et donc évidemment, la question de l'IA. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu puisses nous en parler. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que vous puissiez vous rendre compte à quel niveau les personnalités qui sont investies en tant que députés, de toutes tendances confondues, ont une responsabilité qui finalement est pluriverse. Parce que les sujets que tu vas aborder vont finalement être complètement différents selon les inclinaisons du moment, cette espèce d'énergie, de dosage, d'énergie, par rapport aussi aux équilibres. Là, ce sont des personnalités qui vont finalement décider d'avoir à chaque fois quelqu'un qui va représenter une question. Enfin, je ne sais pas, vous dispersez les questions et vous donnez la responsabilité de gérer ces questions. Donc moi, je trouve que c'est aussi un fonctionnement, c'est la démocratie. Et donc ça, il faut en parler, je pense aussi, la façon dont, évidemment, elle dysfonctionne en permanence, mais elle avance quand même. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, elle avance. Et tout ce qui est numérique, pour moi, ce sont des outils. Et les outils, ce qui est important, c'est de bien s'en servir. Donc, les lois permettent parfois de nous aider, en tout cas celles qu'on est en train de voter actuellement, à mieux utiliser les outils numériques. Et donc, la dimension extraordinaire du monde numérique, elle est aussi dans ce qui est tout ce monde parallèle qui est le métavers. Alors moi, j'ai découvert ça, hein. C'est-à-dire que même si je regardais ça de très loin, là, je suis vraiment entrée dans le métavers. Et comment, à l'Institut des hautes études des sciences et des technologies, je suis entrée dans le métavers? Grâce aux artistes.
Donc voyez le lien entre les artistes et le numérique, c'est très important. Et peut-être que pour conjurer tout ce qui peut être un peu négatif, qui peut être noir dans le numérique, eh ben vous les artistes, vous avez certainement un rôle là-dedans. Alors, le métavers, c'est très complexe, mais en même temps, ça peut aider, ça peut faire peur. J'ai rencontré en faisant ce mémoire sur le métaverse des personnes qui, grâce au métavers, sont plus heureux dans leur vie. Parce que, en fait, parfois, vous savez, il y a des personnes qui sont en situation de handicap ou isolées socialement et qui peuvent, en fait, par les bons côtés du métavers, se créer un monde et peut-être vivre aussi ce qui serait impossible pour eux à vivre dans notre société telle qu'elle est. Donc vous voyez, il y a toujours du bon. Moi, le métavers me fait dire qu'on est dans un monde de créativité. Le numérique aussi se couple très bien à la créativité. Et j'ai envie de dire que le futur, en tout cas ce que je perçois du monde futur, c'est un mélange de sensibilité, de créativité, et puis quelque part d'imagination. Et les sciences nous aident aussi peut-être à dépasser tout ça, parce que les chercheurs aussi ont accès à un autre monde. Et dans le métavers, on se rend compte qu'il y a des mondes parallèles, en fait. Et peut-être que ça paraît un peu fort, mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que finalement, on est ici dans un monde où on doit, à mon sens, s'autoriser à plus philosopher, plus créer. Tout ça, ça nous fait du bien, avec tous les outils qu'on a à disposition. Et peut-être s'autoriser aussi à penser à ce qu'on est, plutôt que penser à ce qu'on fait tout le temps. C'est finalement notre grand pourquoi on est là, le sens de qui nous sommes et vers quoi on va. Donc ça, c'était la petite note, peut-être, j'ose dire, spirituelle, mais les artistes sont des bons guides pour accéder à un monde plus de création plutôt qu'un monde de réaction. Merci beaucoup pour cet insert, justement. Alors, j'aimerais lire le résumé de ce qui, finalement, a été le résultat du comité, du groupe de travail sur le métaverse. Dans cette enquête, nous examinons le concept de métaverse. Donc là, tu es co-auteur de ce résumé. Un espace social, virtuel, immersif et persistant au-delà de notre réalité. Et explorons ses implications sociales, environnementales et réglementaires, ainsi que la notion de l'habitabilité du métaverse. L'habitabilité. Le métaverse permet aux individus d'incarner des identités choisies et offre de multiples possibilités d'interaction et d'expérience. L'idée d'habiter au-delà de la Terre suscite à la fois de l'inquiétude et stimule notre imagination. Le métaverse répond à des besoins humains fondamentaux tels que le divertissement et l'accomplissement, mais il peut également entraîner des effets néfastes tels que l'isolement et des comportements problématiques. Justement, là, on retombe sur des problèmes éventuellement de santé. Les avantages et les risques potentiels du métaverse et de ses usages sont encore peu étudiés, notamment en ce qui concerne son empreinte environnementale et sa consommation de ressources. En outre, la question de gouvernance du métaverse est soulevée et cette enquête souligne que la réglementation existante dans le domaine du numérique
doit être étendue pour protéger les droits du citoyen. Mais il existe une tension entre protection et innovation. Il est suggéré que les décisions concernant la gouvernance du métaverse ne devraient pas être laissées uniquement aux grandes entreprises technologiques, mais devraient impliquer la participation des citoyens. Le rapport insiste aussi sur le fait que le développement du métaverse en est encore à un stade préliminaire et que ses implications à long terme sont aussi incertaines. Toutefois, la possibilité d'une démocratisation du métaverse à l'avenir suscite des incertitudes quant à sa soutenabilité, donc sustainable development aussi, et pourrait avoir un impact, les grands, toutes les machines qui tournent en même temps, un impact significatif sur notre relation avec le monde réel, notre rapport à l'habitabilité de la Terre et aux autres humains. Alors, le métaverse, utile ou futile ? Nous n'en sommes pas encore, nous n'en sommes plus à l'âge de pierre, mais peut-être à l'âge de pierre, nous en sommes peut-être encore à l'âge de pierre du métaverse, mais nous devons et pouvons en poser les enjeux dès maintenant, et le rapport en conclusion fait ainsi 4 recommandations. Alors la première, solliciter une mission parlementaire en santé publique sur l'utilisation des technologies nouvelles hautement immersives et addictives. Deuxièmement, créer un observatoire sociétal du métaverse. Troisièmement, envisager de nouveaux modèles économiques pour le financement de technologies à valeur sociétale ajoutée. Et puis, en quatrième, s'appuyer sur une éducation scolaire et populaire pour préparer méthodologiquement les générations actuelles et futures au métaverse. Donc ça, c'est quand même un comité de travail. Alors, quand on sort d'une telle réflexion sur le métaverse, comment est-ce qu'on analyse, parce qu'il y a des lois qui se sont exprimées sur ces questions-là. Donc toi, tu en as accompagné une, peut-être, oui. Alors, il y en a une en discussion actuellement, mais c'est très difficile parce qu'en fait, le numérique s'est imposé à nous sans qu'on puisse, si vous voulez, tenir les rênes. C'est-à-dire que c'est comme un cheval au galop. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que un cheval au galop, eh bien, on ne peut pas l'arrêter, très difficilement l'arrêter. Et il y a des forces, en fait, qui sont là, des forces en présence, avec, dans certains pays, on va dire je ne sais pas comment expliquer les choses, mais des entreprises tellement puissantes qui, en fait, règnent. Et ce qui est le plus terrible, je pense, aujourd'hui, et on porte une loi là-dessus, et je ne sais pas si concrètement elle sera effective, en tout cas, et efficace, ça se révélera dans son évaluation. L'idée, c'est de protéger, en fait. Parce que c'est pas, par exemple, que parce qu'on a une pince coupante dans une maison qu'on doit couper tous les fils. Là, c'est pareil, en fait. On est vraiment dans la technologie. Et la technologie peut être vraiment formidable. Et on pourrait garder que le côté formidable de la technologie. Mais malheureusement, il y a tout le côté qui est quasiment insaisissable, en fait, qui nous dépasse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse quand même s'il y a des choses qui nous dépassent, même si ce cheval, il est vraiment au galop, c'est de pouvoir protéger les individus parce qu'il y a une atteinte au bien-être et à la santé mentale. C'est ça, en fait, au bout du bout. C'est juste ça. Alors que ça peut nous apporter tellement de choses, tellement de connaissances au niveau... c'est passionnant, en fait, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut comprendre. Donc ça, c'est fabuleux. Mais en même temps, ça peut autant être un élixir pour notre cerveau, pour notre bien-être, qu'un poison, vous voyez ? Et c'est ça. C'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui qui m'interroge, mais faisons des lois qui nous protègent, qui protègent bien sûr nos enfants. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est la protection. Après, on n'arrivera pas à tout maîtriser autour de ça, mais protéger, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles, les plus jeunes, et
encourager aussi une certaine forme dans notre société de discernement par rapport à toutes ces nouvelles technologies et donc un mode d'emploi. Et il y avait aussi toute cette idée avec le métaverse de créer un mode d'emploi qu'on n'a pas parce qu'on a été dépassé. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur différents niveaux de ce que, Madame la députée, tu viens de nous transmettre. Ce que je voudrais quand même vraiment aussi soulever, c'est que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours une chose, c'est en 2019, je crois, tu décides, je crois que ça doit être assez courageux comme posture, de quitter ton groupe et de t'affranchir de ton groupe. Et ça, je pense, c'est une forme, je pense que c'est un courage politique qu'il faut avoir quand même. Je pense quand on est, parce qu'on sait dans quelle comment dire, atmosphère vit la société aujourd'hui. Et donc, c'est un affranchissement. Et donc, c'est un acte aussi de liberté. Oui. Est-ce que tu peux en parler quelques instants ? Alors, oui, moi j'adore m'affranchir de manière générale. Voilà, c'est quelque chose qui a jalonné ma vie. C'est le côté un peu disruptif, le côté de se dire que quand il y a des choses qui ne collent pas à nos valeurs, est-ce qu'on doit continuer à fermer les yeux ou est-ce qu'on doit utiliser l'énergie qu'on a en nous pour aller vers quelque chose qui fera beaucoup plus de sens, qui aura beaucoup plus de sens. Et moi, j'ai remarqué que... Ah J'ai remarqué que à chaque fois qu'on se suradapte, en fait, on est quelque part comme dans des situations où c'est pas naturel en fait de se suradapter. Donc, dans nos choix, ce qui est important, c'est d'être juste. Alors après, ça va chercher de l'énergie, ça va chercher du courage en nous, mais s'affranchir, c'est se donner les moyens, à mon sens, déjà de s'affirmer. Et parfois, hein, sachez-le, s'affirmer, c'est déplaire. Et c'est aussi ça. Et c'est aussi parce que moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de plaire à tout le monde, que finalement, je suis reconnue. Parce que être authentique, c'est être soi-même. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce qui est important, c'est juste respecter l'autre, être assertif dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, reconnaître sa différence. Et j'encourage chacune et chacun d'entre vous à cultiver votre singularité. Et vous êtes unique. Et ça, c'est précieux. Alors, des questions ? Oui ? Merci. Alors, bonsoir. Par rapport au métaverse, est-ce que vous pensez que la réglementation du numérique actuelle est suffisante pour gérer un univers du coup de réalité virtuelle ? Donc on parle quand même de réalité. Vu ce qu'on voit sur Internet, Twitter, le cyberharcèlement et souvent des jeunes qui se font du mal, est-ce que vous pensez que la réglementation actuelle est suffisante, quoi ? Absolument pas. Merci pour cette question. C'est vrai que la réglementation actuelle n'est pas suffisante. Et donc, il y a la réglementation, il y a les lois, et il y a comment nous, on s'éduque, et on éduque les personnes autour de nous, les plus jeunes, à avoir des bons comportements par rapport à en fait, tout ce monde en fait, virtuel. C'est-à-dire que la solution n'est pas que par la réglementation. C'est aussi comment on utilise tous ces moyens, c'est savoir aussi parfois se déconnecter et utiliser d'autres moyens que ces moyens qui nous sont
proposer. C'est vrai que c'est assez facile maintenant d'avoir accès partout à Internet, avec un téléphone. Et finalement, c'est développer du choix. Et en étant un peu plus éduqué sur la question, c'est développer du choix. Je crois que c'est aussi important de se dire ça. Et qu'on a tous un rôle à jouer, en fait, par rapport à nos comportements, par rapport au numérique aujourd'hui. Bonsoir. Aussi par rapport à la réglementation, je me demandais, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont commencé à en mettre en place dans le métaverse par rapport, de manière un peu efficace? Est-ce qu'il y a des résultats pour l'instant qu'on peut observer, ou est-ce que c'est trop nouveau? C'est intéressant votre question. Alors vous voyez, dans ce qu'a dit Yann tout à l'heure, il a dit que nous, on avait demandé à ce qu'il y ait un rapport parlementaire sur le sujet. C'est-à-dire que ce sujet, il n'est pas encore assez approfondi. Et à mon sens, le lien entre le métaverse, le numérique et la santé publique, tout ça, c'est pas encore très bien fait. Et tout à l'heure, Yann a dit quelque chose d'intéressant, il expliquait que beaucoup de choses se font par silos, par cloisonnement. Et c'est aussi une démarche de notre société qui doit aller vers le fait que les choses maintenant doivent être pensées beaucoup plus en globalité. Et c'est aussi tout un travail qu'on a à faire. Mais votre question est passionnante et je suis très attachée à la question du lien entre la violence et le bien-être mental. Et je pense que ça se rattache aussi je pense à cette mission parlementaire et ce rapport que je souhaite demander dans quelques mois, parce que c'est difficile pour nous de faire 2 rapports en même temps. C'est-à-dire que vous avez bien compris tout à l'heure qu'on votait les lois, qu'on peut aussi écrire certaines lois, et il y a aussi tout un travail d'investigation par 2 moyens. Par ce qu'on appelle des commissions d'enquête, quand on a un sujet très important, très impactant dans la société, le député, il a vraiment du pouvoir, un pouvoir vraiment d'investigation. Et quand on reçoit des gens, des entreprises, des personnes qui ont un lien avec, par exemple, le sujet d'une commission d'enquête, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale et qu'on les auditionne, parfois c'est à huis clos, ou parfois c'est aussi filmé, mais ils doivent lever la main et dire qu'ils jurent. Donc ça, c'est et ça, c'est vraiment important de le savoir, parce que ça nous permet aussi d'aller au fond des choses. Et on fait des rapports comme ça, on auditionne des tas de personnes, avec un nombre d'heures incroyable, sur 6 mois en général. Et ça nous permet après d'écrire des propositions qui sont reprises dans certaines lois ou reprises par le gouvernement, en fait, sur des choses bien posées. Donc il y a vraiment tout un travail. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison de poser cette question, parce que les politiques ne sont pas encore allés en profondeur et n'ont pas encore fait beaucoup de liens entre la santé publique, la réglementation, le métaverse, le numérique. Et là, il est important de le faire. C'est peut-être une des priorités, une des clés de beaucoup de choses pour l'avenir. Oui, Sandrine, oui, c'est pour rebondir avec ce que tu viens juste de dire. Tu viens de parler de commission d'enquête en disant que vous pouviez écouter tout le monde. Vous bénéficiez d'une expertise incroyable à l'Assemblée nationale. Vous êtes très pris, vous avez un travail très différent selon que vous soyez au Palais Bourbon ou dans votre circonscription. Donc, tu as une expertise, tu peux bénéficier d'une expertise dans toutes les dimensions. Pourquoi tu as senti le besoin à un moment de ta vie de faire l'IHEST, de sortir de l'Assemblée où tu pouvais bénéficier de regards très différents et de faire cette expérience? Oui, 42 jours, c'est 10 sessions sur l'année. C'était un peu différent. Mais avec des...
En fait, je pense que c'est indispensable pour les élus de faire des formations, de sortir en fait de son espèce de ronron, parce que c'est vrai, on peut regarder, on a tendance à aller vers la facilité, ce qui est confortable, mais est-ce qu'on fait bien les choses quand on fait toujours la même chose? Non. Donc je pense que ce qui est important, mais même pour nous tous, quelle que soit l'activité, la mission qu'on a dans notre vie, c'est d'être capable de faire un pas de côté, d'être capable aussi de s'intéresser à certains sujets qui de toute façon n'auraient pas été portés à notre connaissance. En fait, on accélère. En fait, pour moi, la formation, et là, j'ai fait l'année dernière l'Institut des hautes études des sciences et des technologies. Cette année, je fais l'Institut des hautes études des mondes religieux. En fait, pour moi, c'est très important parce que on a accès à une compréhension des choses beaucoup plus pertinente, holistique. C'est comme si, vous voyez, si on lit tout le temps le même journal, en fait, on a toujours une même pensée. Alors que pour bien construire sa pensée, elle doit être teintée de différentes vues. Elle doit émaner, à mon avis, et écouter, en fait, d'être en mesure d'écouter d'autres pensées. Et là, on est vraiment dans une pensée un petit peu plus juste. Et pour moi, faire de la formation, sortir de sa zone de confort, être tout le temps en train d'apprendre, c'est aussi ça, être en responsabilité. Et pour moi, un élu se devrait, ou se doit, d'être tout le temps dans une capacité d'être en apprentissage. Il vaut mieux avoir des convictions que des certitudes. Et malheureusement, peut-être, nous sommes trop à avoir des certitudes. Et les convictions, elles se nourrissent. Et les convictions, c'est aussi être capable de se remettre en question et de faire évoluer la pensée. La pensée, elle est vivante, en fait. Merci. Vous avez parlé de médecine intégrative et vous avez aussi parlé à un moment du fait qu'il faut commencer à réfléchir de manière plus globale. Et donc je me demandais, donc, par exemple dans la médecine intégrative, à ma connaissance, il y a la médecine comme l'acupuncture, ce genre de choses. Donc est-ce qu'il y a des discussions pour rendre ce genre de médecine reconnu en fait par l'État français, ce qui à ma connaissance n'est pas actuellement? Voilà. Vous avez raison, il y a un vrai paradoxe parce que des études prouvent que je crois que plus de 60% des Français sont adeptes des médecines complémentaires. Là, au bas mot, si ça tombe, c'est plus. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, il y a une réflexion à avoir sur comment on est en bonne santé. La santé, c'est pas que la maladie. Et on parle beaucoup des pénuries, de soignants, de moyens. Et on parle pas beaucoup de comment on peut faire pour moins tomber malade. Comment on peut faire pour faire plus de prévention. Le budget de la santé concernant la prévention, je crois que c'est que 2%. Et c'est assez terrible parce que finalement, on ferait des économies en faisant plus de prévention. Et il y a une expression qui dit « prévenir, c'est guérir ». Mais c'est aussi se dire que finalement, le modèle économique de santé est à repenser. Et évidemment, la santé intégrative, c'est
prendre l'être humain dans sa globalité. Et très souvent, quand par exemple on a une maladie, on peut guérir de cette maladie, mais on peut malheureusement constater que d'autres problèmes sont survenus. On peut avoir des problèmes de sommeil, avoir des problèmes sociaux, vous voyez, plein de choses. En fait, tout ça, c'est pas parce qu'on est guéri d'une maladie qu'on est en bonne santé. Et la bonne santé, c'est, à mon sens, beaucoup de prévention, beaucoup de connaissances aussi, savoir quand on doit s'inquiéter pour sa santé ou quand on ne doit pas s'inquiéter. C'est aussi une connaissance de soi. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Quels sont nos besoins? Et c'est vrai qu'il y a un défaut de connaissance à la base de tous ces sujets-là. Ici, on a une question. Spotlight. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'est un vrai plaisir de voir un peu votre parcours et ces aspects personnels qui sont super importants, clairement, à votre formation et vos valeurs et vos idéaux. Et, j'étais très touchée. Je suis très curieuse de continuer une partie de votre discussion qui a mentionné très rapidement à rapport à l'accompagnement d'un couple après le miscarriage. Vous avez mentionné les effets du traumatisme. Et je suis assez intéressée par ça et surtout comment ça entre dans la discussion plus large de cette question de bien-être dans le sens bien sûr mental, mais aussi ce que vous décrivez sur les effets physiques, savant que c'est dans le monde de médecine assez nouvelle, comme quelque chose qui entre dans la conversation en général. Au moins, je peux parler de mon pays, mais je crois que c'est un peu partout, cette idée que le traumatisme, c'est quelque chose qui laisse les traces long terme, mais avec le fait que c'est nouvelle comme science et assez nouvelle comme idée dans la tête culturelle large et communale, comment vous agissez ou comment vous voyez cette idée entrant les conversations politiques et bon, comment... Ouais, voilà. Oui, oui, et ce que vous dites, c'est aussi en écho avec lever les tabous, parler des sujets qui touchent en fait dans l'intime. Et je pense qu'on est à un moment clé là, de notre humanité, s'autoriser à parler de l'intime peut-être un peu plus, être moins dans la retenue. Et je crois que c'est aussi tout ça, c'est tous ces liens, en fait, comme tout est lié, mais que pendant des années, voire des siècles, on a tout compartimenté, bah, c'est le beau bazar aujourd'hui, finalement. Et je pense que plus on fera du lien entre les événements, entre nous, entre ce qui nous entoure, plus on sera en capacité de créer des équilibres et une harmonie. Mais il y a du boulot, hein. On a besoin de tout le monde. Merci pour la conférence, c'était hyper intéressant. Je vais revenir à un autre sujet. Comme on a pu échanger un peu avant la conférence, je m'intéresse au sujet assez politique dans ma pratique. Et j'aimerais bien savoir, en tant qu'étranger, comment on peut jouer un rôle politique en France, ou quel type de rôle, comment on peut rentrer dans la politique, même si on n'est pas française. Voilà. Ah oui, alors ça c'est passionnant. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est nous dire, bah moi dans mon pays, sur ce sujet-là, voilà ce qu'on fait, ou voilà ce qu'on pense. Ah, et là c'est extra quoi pour nous. Ah bon, vous faites comme ça et si on trouve que c'est bien, on pourrait se dire, ah, on pourrait modéliser ça. Mais dites vraiment, quelque part, là c'est intéressant de voir les différences. Se dire, tiens, la comparaison, c'est pas toujours idéal dans plein de moments dans notre société ou entre nous, c'est pas l'idéal. Mais par contre, quand elle est au service d'une cause,
et que, effectivement, si vous, par votre histoire, vous êtes capable de nous illustrer que dans votre pays, par rapport à un sujet, vous faites de telle manière, eh bien, c'est intéressant parce que ça donne à réfléchir et après, ça peut aussi convaincre qu'il y a d'autres façons de faire parce que c'est éprouvé ailleurs et que vous l'avez validé. Donc, parlez-nous. Moi, je suis très attachée à se parler, se parler, se parler. Un peu plus bas le micro ? Oui, se parler, se parler, se parler. C'est vraiment beaucoup de choses pourraient se faire et se feraient mieux de manière orale. Et peut-être, il y a quelque chose que je peux vous dire. Je suis allée dernièrement en Afrique. Par exemple, au Sénégal, j'ai été invitée sur les sujets de la santé mondiale, la santé des femmes. Et pour faire évoluer leur comportement. Par exemple, sur un sujet qui concerne les mutilations génitales. Il y a des croyances religieuses, culturelles dans ce pays qui font que énormément de femmes subissent des mutilations génitales. Et pour diminuer et pour faire en sorte que on puisse faire différemment, qu'on puisse mieux respecter et donc arrêter de faire subir aux femmes ces mutilations, eh bien, ils le font par oral. C'est pas des grandes campagnes de prévention. Et finalement, est-ce que les grandes campagnes de prévention marchent si bien que ça ? Peut-être vous revenir à l'essentiel. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, ils font ce qu'on appelle des causeries. Donc c'est un maillage qui se fait dans les territoires avec des chefs de village, avec toutes les personnes qui habitent dans le village. On va même chercher les personnes dans les maisons et on parle et on transmet. Et moi, si j'avais un rêve, ce serait vraiment que dans notre société, les gens aient des espaces de discussion, de transmission orale. Et ça aussi, c'est vraiment une clé pour sortir de presque un déclin, en fait, intellectuel, humain, et donc se parler, se parler, se parler, et nourrir ces possibilités et créer des moments où les gens se parlent. Parce que ça va mieux en le disant, et qu'en se parlant, on progresse. Bonsoir et merci pour ce beau discours très clair. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit concernant les artistes, leur rôle de médiateur. Vous aviez dit, je ne peux pas le reproduire dans vos propres termes, mais en fait vous aviez dit que les artistes devraient aussi créer et ne pas être réactifs par rapport à ce développement numérique. Il est vrai que quand on se met à lire l'histoire des arts numériques, on constate qu'à tout moment, là où il y a une espèce de création nouvelle, il y a aussi des doutes, il y a des peurs, il y a des angoisses collectives. Et il y a toujours des artistes, notamment de grands artistes comme Rauschenberg et beaucoup d'autres, John Cage, qui ont été en fait introduits dans des grandes entreprises pour réaliser des projets avec ces nouveaux dispositifs numériques pour en fait un peu adoucir les tensions, en fait donner plus de calme au peuple pour dire que voilà, le satellite n'est pas un monstre et d'autres dispositifs en fait pour les rendre plutôt inoffensifs. Mais je voudrais savoir si un artiste décide, comme notamment les auteurs des romans d'anticipation, décide de mettre plutôt l'accent sur les aspects angoissants, quelle serait en fait votre réaction en tant que femme politique à l'égard de ces artistes
qui sont plutôt alarmants que bienveillants et qui ne calment pas leur public, mais leur mettent plutôt dans une espèce d'état d'alarme. Et je reprends votre métaphore du progrès, le cheval à galop. Je mettrais plutôt un train sans conducteur qui fonce. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, peut essayer de tirer en fait l'arrêt d'urgence? Je ne sais pas. Juste, je voudrais connaître votre avis là-dessus. Merci. Merci pour votre question. Alors, tout dépend finalement de notre interprétation des choses. Vous savez, vous allez être d'accord avec moi, parfois, on va être deux à regarder une même œuvre. La première personne peut ressentir une émotion qui va être mais complètement différente de l'émotion que va ressentir la personne à côté. Donc, tout dépend du regard qu'on porte sur les choses. Moi, je crois que c'est ça. Et puis, je pense aussi que les artistes sont puissants. Vous savez, on dit souvent, les politiques, ils ont du pouvoir. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, le pouvoir. Il vaut mieux être puissant. Et c'est en étant puissant qu'on peut aussi contribuer à sauver le monde. Je pense que c'est ça, c'est la puissance artistique, la création et toute l'énergie que vous pouvez mettre. Et quand on regarde une œuvre, quand on assiste à une pièce de théâtre, quand on va voir un film, quand tout simplement on participe, même dans la rue, à un spectacle, eh bien il se passe quelque chose. Et le pouvoir des artistes, c'est d'être capable, par la puissance, quelque part, de nous transformer à l'intérieur. Et on se laisse faire, parce que vous nous captivez. Oui, alors je pense que justement, vous avez soulevé... Comment vous appelez-vous déjà ? Amir, voilà. Je pense qu'Amir il soulève toujours des questions très approfondies sur les sujets. Je remercie à chaque fois de l'intervention aussi. Et donc il y a une suite aussi, je pense, d'interventions d'artistes sur les fondements même de leur questionnement, que ce soit citoyen, alors on l'a vu à l'instant, ou même critique. Et je pense que c'est cette dimension critique qui est assez intéressante dans l'art aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup, alors on en a parlé l'autre jour à l'ONU, de l'impact artistique, et notamment la nécessité aujourd'hui d'avoir pratiquement donc un objectif de développement durable qui serait en soi art et culture, parce que finalement l'art et la culture, certes, nous traversent toutes et tous, mais à certains moments, peut-être considérés un peu comme une sorte d'ersatz ou un supplément d'âme ou un décorum qui finalement accompagnerait de façon, je dirais, sage, une question, mais ne la ferait pas assez vibrer comme tu l'as décrit à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a aussi une vibration intérieure de l'art et le spirituel également, et Kandinsky l'a très bien écrit, eh bien nous anime également, les artistes et les praticiens, autant que finalement les théoriciens de l'art. Et cette dimension-là, elle n'est pas vue de manière assez dynamique et critique pour s'introduire réellement dans la dynamique de façonnage, je trouve, de la créativité dans ce qu'on pourrait faire de plus réactif et intelligent à la fois par rapport à cette course en avant, justement, cette espèce de locomotive, en effet, qui s'arrêtera devant un mur si finalement, où il n'y aura plus de rails, je ne sais pas. Et donc, on a un peu la pression de ça. Alors, on est en train de voir une accélération, et ça, je crois que c'est au niveau de toute la société, suite à ChatGPT et le déploiement de l'IA, et l'annonce en octobre d'un IA qui sera connecté en direct. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur un IA qui convoque des données qui datent de 2021. Et à partir d'octobre, on aura des données qui seront en temps réel.
Et donc ça risque aussi d'accélérer les risques, mais aussi peut-être des solutions. Comment est-ce que une Assemblée nationale aujourd'hui et un système de... voilà, il faut accueillir pendant 6 mois un problème, le questionner, ensuite on va en dégager des solutions, ce qui est très sage en même temps, hein, parce qu'on a le temps de palabrer, comme tu disais, etc. Mais comment on peut réagir à un risque imminent, comme on le voit aujourd'hui avec la prolifération des armes nucléaires, la guerre en Ukraine, évidemment, qui est un symptôme de ce qui pourrait arriver globalement à l'Europe. Moi, j'ai visité cet été, je ne pouvais pas, comme Émeric Luisset, que vous connaissez peut-être, lui, va régulièrement en Ukraine, et je pense que voilà, on est tous sensibilisés à la question de l'Ukraine, mais on peut, en tant qu'Européens, il y a une sorte quand même de détachement entre la réalité de ce qui se vit là-bas, et nous, on nous rapporte évidemment avec même des personnes qui vivent ça plus profond d'elles-mêmes, nous le rapportent à travers du non-verbal ou du verbal, mais on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. Alors moi, j'arrivais pas à atteindre encore de façon très concrète cette zone-là. Là, je suis en train de travailler avec Émeric pour voir comment on pourrait faire, mais ce que j'aimerais, c'est essayer de comprendre comment l'Europe peut éviter globalement d'arriver à cette espèce de fuite en avant qui va faire qu'on se pose des questions de fond, on va les résoudre, mais en même temps, les questions qui finalement vont submerger tout ça, donc vont empêcher globalement la législature presque d'exister, risquent justement de nous entraîner dans cet écueil. Et donc, je suis allé voir des régions qui sont des régions l'ouest de la Pologne, donc la Poméranie, la Silésie, et on y trouve encore, 70 ans après, les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale. Des lieux totalement détruits, qui sont des lieux de culture, qui sont autant allemands que polonais. Et on sent que même avec le temps, on n'arrive pas à résoudre cette question d'appartenance à l'Europe à cause de questions qui ne sont pas réglées. Et donc, avec l'IA et cette accélération, j'ai l'impression qu'on va avoir un autre problème, c'est qu'il va falloir pratiquement réinventer la démocratie, une démocratie qui serait très réactive par rapport à des phénomènes qui vont nous submerger. Et en même temps, il faut une démocratie qui arrive à prendre du recul. Alors comment est-ce qu'une parlementaire comme toi pense déjà ça? Parce que le métavers, on l'a évoqué tout à l'heure, mais là, avec cette espèce d'accélération, ou même nous-mêmes en tant qu'académiques, on se dit, voilà, il y a des mémoires. Est-ce que les mémoires sont vraiment réalisées par les auteurs de ces mémoires? Alors, on va le savoir comment? Parce qu'on va discuter avec vous. On va savoir que ce qui est écrit dans le mémoire émane réellement de la pensée, de votre pensée. Mais il y a d'autres mémoires qui seront écrits et qui ne seront pas réalisés par les auteurs de ces mémoires. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de choses là, je pose beaucoup de questions en même temps, mais je pense qu'il y a une accélération là qui nous inquiète et en même temps qui peut être productrice d'une mutation accélérée des comportements. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec une Assemblée nationale qui a en effet un cadre très construit? Alors oui, tu poses beaucoup de questions. C'est aussi des questions très géopolitiques. Et alors il y a beaucoup on va dire, de penseurs sur tous ces sujets-là, beaucoup d'experts aussi, hein. Moi, je suis pas du tout experte de ces sujets. J'ose espérer que il y a des choses qui se passent et qui vont dans le bon sens, mais ça c'est un espoir. Maintenant,
est-ce qu'on doit rester dans la peur? C'est ça, est-ce qu'on doit rester dans la peur de tout? Je pense pas. Alors, ou alors, de cette peur, il faut en faire quelque chose. Il faut que ça se traduise en action. Mais c'est limitant, hein. C'est limitant, la peur. Et il y a des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quelque part, peut-être que c'est bien aussi parfois. Et peut-être garder quand même la foi en l'humanité. Ça peut paraître un peu naïf, et puis en même temps se dire qu'il y a des choses très moches qui sont arrivées dans notre histoire. Et après, on est chacun aussi quelque part en responsabilité de tout ça. C'est comme l'histoire du petit colibri. Ou alors, c'est Mandela qui disait « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Ben oui, à notre niveau, moi je fais confiance et je participe à mon niveau, mais vous aussi à votre niveau, à toute cette conscientisation, à tout cet avenir-là. Et que vous soyez à votre place et que voilà, vous puissiez aussi vibrer toutes ces choses finalement qui nous amènent à être mieux, faire mieux et nous tirer vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, énergisant pour l'avenir. Mais ça, c'est un vœu. Mais je pense que si beaucoup de gens font ce vœu-là, eh bien, ça peut être puissant. Donc, ensemble. Comment faire, c'est être ensemble. Alors, ce que je comprends vraiment dans cette façon que tu as d'apporter les mots aussi, c'est qu'il y a une espèce d'optimisme. Il y a un optimisme envers l'humain. C'est-à-dire que tu crois à cette capacité de l'humain à rebondir sur des situations. Et donc, c'est aussi peut-être comme ça que cette Europe doit se construire. Et alors, en contrepoint, ce que j'imagine aussi par rapport à la parlementaire que tu es, c'est qu'il y a quand même une dialectique qui doit exister. C'est-à-dire que d'un point de vue, tu évalues ce qui est pour, et d'un autre point de vue, tu évalues ce qui est contre. Et comment effectuer la balance entre tout ça? Et donc, il y a ta conviction, et il y a aussi, j'imagine, des données qui sont... on parlait de management, justement, dans le plan. Construire un projet, c'est aussi réussir à l'organiser. On en parlait aussi tout à l'heure dans le cadre du cours Art et Management d'Innovation. Construire une exposition, c'est pas seulement avoir une vision sur cette exposition ou un projet, mais c'est aussi après construire toute une chaîne de responsabilités qui vont amener à la réalisation de cette exposition. Et donc tout ça, ça demande un engagement de personnes qui sont différentes de soi. Donc en fait, on donne un peu sa confiance aussi à une énergie qui va se disséminer. Et donc comment est-ce que ça se passe? On peut finir par ça, puisqu'on s'en approche de la fin. Qu'est-ce que ça se passe, une mandature avec une équipe telle que tu l'as construite, et comment cette énergie se diffracte à travers les différents sujets que tu évoques? Parce que j'imagine que c'est une sorte d'organisation qui vous amène à certains moments à chacune et chacun avoir un rôle qui vont ensuite converger vers ta parole. Oui, moi ça me fait penser, ce que tu dis, à l'addition des cerveaux, l'addition des personnes. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et il y a un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je trouve que c'est un bel exemple de sagesse. Et puis rester aussi toujours dans cette humilité de se dire que, eh bien, comme on parle aussi ici dans le cadre de l'IHEST, c'est que on n'a pas la science infuse, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est laisser infuser la science en nous.
peut-être pas forcément une question en tant que telle, mais plus peut-être une remarque, une observation, puisque j'entends des choses très positives, donc une manière de voir l'avenir qui est très positive, mais j'ai tendance à voir, que ce soit autour de moi, peu importe, que ce soit les réseaux, dans les conférences, etc., que la population a une inquiétude qui a tendance à augmenter et une confiance qui est en déclin concernant l'avenir, concernant le gouvernement, concernant sa capacité vraiment à appréhender le futur, tout simplement. Parce que ça se base quand même sur comme vous disiez, des chiffres qui sont très réels, des problèmes très réels, sociétal, environnemental. Et vous disiez que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir arriver à faire des choses, mais je remarque une population qui est de plus en plus fragmentée, qui ne sait pas vers quoi se tourner. Est-ce que, au sein de l'Assemblée ou de tout ça, est-ce que la vision est toujours aussi positive, à la limite peut-être d'une vision peut-être un peu trop aveugle de ce que représente, de ce que pense, de ce que pourrait être notre société actuellement? Parce que j'entends depuis ces dernières années autour de moi des personnes qui pouvaient être positives, qui ne le sont plus, qui se posent beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'on peut nous guider, est-ce qu'on nous comprend, est-ce qu'il y a des choses vraiment concrètes qui sont mises en place, qui seront mises en place. Voilà, surtout ça, parce que je suis aussi, j'aime beaucoup la pensée positive, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dissonance entre ce qu'on voudrait, ce qui est et ce qui ne doit pas être. Donc je ne sais pas trop voilà, qu'est-ce qui est fait actuellement, qu'est-ce qui est pensé, est-ce qu'on prend vraiment en compte le fait que la population n'ait plus cette confiance et qu'elle n'ait plus forcément envie de faire des choses sans avoir de résultats qui sont très concrets. Voilà. Merci pour votre question. Alors, tout à l'heure, quand je suis allée aux toilettes, j'ai fait une photo de ce que j'ai vu affiché derrière la porte des toilettes. Et je me suis dit, mais quelle violence! Et c'est ça, en fait. C'est ce que vous dites, c'est... et vous avez raison, en fait. C'est l'expression de la violence, en fait. Et comment on exprime les choses par la violence. Et c'est important d'accorder de l'attention à ça, parce que s'il y a de la violence, ça veut dire que derrière, il y a de la colère. C'est ça. Et vous avez raison dans le sens où on ne sait pas et on ne se donne pas les moyens, on va dire, d'écouter cette colère, finalement. Nulle part. Et tout à l'heure, je vous parlais des moments où on peut se retrouver, de tout ce qui peut être transmis de manière orale. Et cet isolement, en fait, elle nourrit cette colère. Parce qu'on ne peut pas la partager. C'est ça parfois, où on la partage, mais mal. Et c'est vraiment ça. Je me dis, moi je suis réaliste, hein, je sais, j'entends la souffrance, elle est partout, on peut tous souffrir pour plein de raisons. Parce que nos besoins ne sont pas comblés. Et je pense que, oui, comment on répond à cette colère? Eh bien, en favorisant, je pense, des belles expériences démocratiques, peut-être. C'est peut-être ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de parler avec vos députés. Mais parler. En disant ce que vous pensez, en étant... on va dire, le plus généreux possible dans ce que vous avez à dire, mais vraiment parler. Et puis, voilà, il y a aussi des belles expériences démocratiques qui peuvent être faites. C'est venez visiter l'Assemblée nationale. Voilà, vous passez par votre prof, vous dites, voilà, j'ai envie de visiter. Parce que, en fait, la colère, elle est aussi parce que parfois, on est dans le jugement et on oublie de passer par l'étape de la compréhension. Comprendre ce qui se passe.
pour induire un changement derrière. Et il n'y a rien de mieux que vivre les choses de l'intérieur et de vivre des expériences. Il y a la pensée, c'est vrai, mais il y a aussi ce qu'on vit et ce qui vibre en nous. Et cette colère, elle est nécessaire, elle est à écouter. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à la transformer en quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est de la pensée positive, ni de la pensée politique, mais moi, je suis juste dans du bon sens, finalement. Est-ce que on doit toujours insister sur ce qui va mal? Est-ce que c'est ça qui donne de la motivation? Je pense qu'on doit aussi se sponsoriser les uns les autres sur notre capacité à dire les choses et à accueillir aussi. Quand on est en colère, on a le droit d'être en colère. Quand on est heureux, on a le droit d'être heureux. Et donner du sens à ce qu'on ressent et faire des actions, justement, pour faire en sorte que les émotions se transforment en autre chose que de la violence, plus en action qu'en violence, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a un dialogue justement qui existe entre cette étudiante qui pose des questions d'une situation en fait, qu'elle analyse et ta réponse qui est une réponse aussi qui l'incite à venir à l'Assemblée nationale, etc. Mais en fait, ce qui me semblait aussi intéressant, c'est qu'elle souligne l'existence de ces tiers. Et de ces tiers personnes qui, en fait, ne sont plus en capacité de dialoguer. Et ne sont plus donc en capacité parce qu'elles sont arrivées à une étape où elles auraient pu, et elles ne peuvent plus. Comment la République peut-elle reconnecter avec ces personnes et recréer du lien pour que ce dialogue puisse recirculer, tu vois. Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans ce genre de cadre, mais je pense qu'ils doivent concrètement se vivre tout simplement parce que ces personnes n'ont même plus la capacité même de croire qu'elles ont une chance d'être connectées avec la République. Et donc c'est là où je crois que la responsabilité qu'on imagine, en tout cas des parlementaires aussi, mais pas parce que, en fait, on a bien compris que tu traitais, toi, des questions très précises et que chacune, vous étiez dans un... Mais comment, finalement, tout cet organisme peut réussir à faire perdurer ce qu'il est si, au fur et à mesure, en fait, des mandatures, on laisse de côté aussi cette dimension de la relation au tiers. Et donc, je pose cette question, justement. Alors, on parle des tiers-lieux, les tiers-lieux où, justement, aujourd'hui, on développe de l'art à nouveau. Il y a eu le tiers-état aussi. Alors, j'ai un ami philosophe qui est spécialiste du tiers-état, qui viendra peut-être un jour parler de tout ça ici. Mais comment est-ce que, les tiers-personnes, quelque part, comment est-ce que ces personnes qui sont déconnectées aujourd'hui d'une forme même de compréhension, parce que même elles ne peuvent plus dialoguer dans ce sens, comment on arrive à les re-questionner sur l'importance des lois qu'on fait voter, tu vois. Donc ça, c'est une question, je pense, qui doit traverser la jeunesse aujourd'hui énormément, qui l'amène autant évidemment à manifester que aussi poser des questions existentielles, parce que autant on a des jeunes, moi je vois dans les Balkans par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui habitent à Sofia. La question, c'est pas ce qu'on va devenir et pourquoi on fait des études. En fait, pourquoi on fait des études, c'est même devenu, c'est presque une occupation parce qu'il n'y aura pas de débouché, même si c'est l'Europe. On se dit, voilà, alors je vais exister différemment. Donc, des sortes de groupes associatifs existent et il y a une société qui existe en parallèle et qui n'alimente plus, je dirais, une forme de démocratie, mais qui va alimenter les choses en soi, pour reprendre un peu Sartre. On est dans l'en soi pour soi. Et comment est-ce qu'on peut retourner
remettre l'Europe dans une relation de l'en-soi pour soi, pour les autres. Donc dans un rapport où finalement on aurait la possibilité de donner de sa personne, comme tu le fais, et en même temps avoir un retour des citoyens, et que cette redistribution des capacités acquises puisse avoir une incidence dans le réel. Et je crois que c'est cette espèce... Alors en plus on a le métaverse, donc il y a ce rapport-là, cette question importante, c'est voilà, comment est-ce qu'on avance? Alors en plus vous êtes vice-présidente de la députée, tu es vice-présidente, donc c'est très important parce que finalement là c'est aussi une façon de réunir les énergies. Je pense qu'on doit être des milliers à se poser cette question, finalement. Et si on avait la solution, eh bien, ce serait beau, ce serait grand, mais la seule, on va dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est, à mon sens, de continuer à donner envie, quoi. Envie d'apprendre, envie d'être ensemble, envie de s'engager, envie de faire, envie d'être parent peut-être, envie de travailler. Je crois que c'est ça, c'est travailler sur l'envie. Qu'est-ce qui nous donne envie et qui nous permet de rester en vie. Merci beaucoup. Je pense que c'est un mot de la fin qui est parfait. Merci beaucoup.